Bonsoir à tous les Wissiders. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau live startup. Donc ce soir, nous sommes en direct des bureaux de Wissid à Toulouse. Je suis ravi d'accueillir les dirigeants d'Idelio, qui est actuellement en vote depuis un petit peu plus d'un mois. Donc j'accueille ici Christophe et Didier. Ils se présenteront plus en détail dans la suite de la présentation du live. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions depuis l'onglet Q&A qui est tout en bas de votre écran. Pour rappel, la première partie du live sera consacrée à une présentation de Christophe et Didier sur Idelio. Et ensuite, nous enchaînerons, comme d'habitude, avec la session de questions-réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, depuis l'onglet Q&A, n'hésitez pas à les poser et nous y répondrons. Je passe la main à Christophe et Didier. D'accord. Je vais commencer le partage d'écran. Voilà. Donc, bonsoir à tous et puis merci d'être là ce soir avec nous. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter Idelio ce soir. Donc, nous avons passé avec succès la première étape d'e-vote et d'audit, ce qui nous permet donc d'avoir lancé la période de souscription depuis le début du mois d'août. Donc, ça aussi, grâce à vous tous qui nous avez soutenus, on a particulièrement apprécié tous vos commentaires qui nous encouragent dans la voie qu'on a choisie d'une solution simple et efficace. Et donc, ce soir, on va vous présenter Idelio, un peu notre histoire, et puis surtout, comment on va pouvoir transformer ces idées, ces premiers résultats, en une véritable réussite d'entreprise. Voilà, et puis donc, on va partager avec vous notre histoire et puis notre vision du marché. Donc, pour ma part, Didier Martin, donc j'ai fondé Idelio et donc nous sommes une équipe de 4 ingénieurs, mais nous savons bien nous entourer d'un réseau plus diversifié avec des commerciaux, des financiers, des gens issus du monde de l'agro, de l'agroalimentaire. Donc, pour ma part, j'ai toute mon expérience dans le domaine de l'énergie. J'ai démarré comme ingénieur d'affaires au sein de la Compagnie Générale de Chauffe. Ensuite, j'étais responsable d'un service après-vente et d'un service d'ingénierie chez un compressoriste pour installer des centrales de compression de gaz naturel pour des véhicules. Puis, j'ai été directeur du développement d'une start-up qui développait des générateurs d'hydrogène. Voilà. Puis à mes côtés, donc, Christophe Levaillant, qui va se présenter et vous dire quelques mots un peu sur son parcours. Merci. Donc Christophe Levaillant, enchanté d'être avec vous. Donc moi je suis ingénieur centralien. J'ai fait toute ma carrière de recherche au sein des écoles des mines. Donc j'ai une expérience d'une trentaine d'années de recherche en partenariat avec l'industrie, de financement internationaux de la recherche. Et j'ai également une activité depuis quelques années de consultant. Voilà, et puis donc deux autres personnes, Michel Lavitte et Benoît, qui ne sont pas avec nous ce soir, ils sont, on va dire, au travail. Voilà. Donc, la technologie d'Idelio, les produits que propose Idelio, je dirais, c'est une fourniture d'air chaud haute température jusqu'à 250 degrés en continu, et ça à partir de la ressource solaire et d'énergie fatale. Donc, pour ça, on associe deux briques technologiques. Tout d'abord, donc, un concentrateur solaire à miroir de Fresnel qui fonctionne, je dirais, assez simplement. On a des miroirs linéaires, comme on le voit sur la photo, qui suivent le soleil et qui concentrent le flux lumineux sur le récepteur qui est en partie supérieure. Dans ce récepteur, on fait passer un flux d'air qu'on prend à l'extérieur et qui ressort donc à 250 degrés. Puis cet air, on le dirige vers le module de stockage. Le module de stockage, donc c'est un lit de roche, donc du caillou, du calcaire, bien souvent. Donc l'air passe à travers, échange sa chaleur avec le caillou et chauffe la roche. Et puis l'air sort donc chaud. Donc on crée donc un front de température qui est très utile pour garder de l'énergie haute température et donc avec un bon niveau d'utilité. Puis ensuite, on va inverser le flux de température que l'on prend à nouveau à l'extérieur, qui va donc se réchauffer à nouveau au contact de la roche. Puis cet air, on va l'envoyer dans le process du client. Ou alors, on aurait pu aussi
l'envoyer directement dans le process du client s'il y avait eu une concomitance entre la ressource solaire et le besoin du client. Voilà, donc c'est un système très, très simple qui associe, c'est là la particularité d'Idelio, la roche, l'air et le stockage. Donc, c'est un procédé aussi où on s'efforce d'utiliser essentiellement des produits et des matériaux du commerce, qui fait des produits, je dirais, très robustes. Voilà, donc la particularité d'Idelio, on a deux produits, la centrale solaire et le système de stockage de chaleur. Souvent, on se demande pourquoi l'air. Effectivement, l'air n'est pas forcément le meilleur fluide caloporteur, mais je dirais de notre point de vue, c'est peut-être le fluide qui a le meilleur compromis. Parce que bon, il a quand même des bonnes propriétés énergétiques intéressantes et surtout, il a beaucoup de simplicité. Il a des performances que l'on garde dans le temps, qui ne vont pas se dégrader, par exemple, comme si on a un système avec de l'huile dont les propriétés vont se dégrader. On n'a pas de contraintes réglementaires comme les systèmes sous pression ou les systèmes à vapeur, où il y a beaucoup de contraintes qui demandent des dossiers, de déclarations, etc. Nous, on peut monter nos projets donc assez vite grâce à cela. Et puis en termes de sécurité, il n'y a aucun risque. L'air ne va pas brûler, ne peut pas. S'il y a des fuites, ça ne pollue pas, donc c'est très intéressant. Et puis l'air, c'est un fluide qui malgré tout est gratuit, est propre, donc c'est vraiment très très intéressant. De ce point de vue-là, c'est pour ça que nous avons fait ce choix de l'air comme fluide. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, nous avons, après avoir fait une petite centrale de démonstration à l'école des mines d'Albi pour valider le concept, nous avons réalisé notre première centrale sur site industriel, donc chez un partenaire Fruits Gourmet, qui est une société du Lot-et-Garonne, qui sèche et pasteurise des fruits tout au long de l'année. Donc, cette centrale est en fonctionnement depuis maintenant un petit peu plus d'une année. On l'a mis en septembre dernier. Donc, c'est le client qui l'exploite maintenant et donc ça nous fait un retour d'expérience très, très intéressant et très enrichissant qui nous permet de continuer à progresser. Et là, on va mettre bientôt en place une deuxième génération de miroirs pour continuer d'améliorer les performances. Voilà. Et maintenant, quelques mots sur le marché. Donc, je vais laisser ce soin à Christophe de vous présenter toute la large palette d'applications possibles. Voilà, donc une des caractéristiques des marchés que peut adresser Idelios, c'est la diversité et aussi la manière d'y entrer. On peut y entrer, on va dire, plutôt pour des raisons techniques, de choix techniques, et notamment avec des équipementiers qui sont spécialistes de ces technologies, ou on peut rentrer, on va dire, en discutant directement avec les clients consommateurs finaux ou finales d'énergie, donc par des applications de type sectoriel. Alors, si on regarde d'un point de vue solution technique, on peut donc intervenir sur des équipements qui vont directement injecter de l'air chaud ou tiède, suivant les applications, euh, dans un process ou dans un bâtiment s'il s'agit de chauffage. Donc ça, c'est l'injection directe d'air. Si le besoin du client n'est pas sous forme d'air chaud, on peut évidemment, au travers d'échangeurs, transformer notre air chaud en eau ou en vapeur, vapeur d'eau sous pression, ou en huile thermique. Mais on perd un petit peu les avantages qu'on a mis en avant avec le vecteur air. On peut aussi, donc c'est le troisième élément technologique, c'est transformer la chaleur parce que le besoin du client peut être par exemple un besoin frigorifique. Donc en fait, Idelio propose de l'air à haute température peut être couplé avec des groupes frigorifiques dans la technologie à absorption ou adsorption, donc qui transforme en fait la chaleur en froid. Et on peut également coupler notre système avec des machines de dessiccation donc qui sont utilisées chaque fois qu'on a besoin de déshumidifier un air de process ou un air qui doit alimenter un local. Et donc dans ce cas-là, la chaleur fournie par Idelio sert à régénérer la solution dessicante ou les sels dessicants qui suivent un cycle thermique où ils absorbent puis ils relâchent euh, la vapeur d'eau contenue dans l'air à traiter. Et enfin, troisième type de solution technique,
ce sont les solutions où le besoin est un stockage de chaleur. Alors donc, notre solution, comme l'a dit Didier, elle peut être couplée bien sûr avec la solution solaire thermique, mais on peut aussi stocker toute chaleur, notamment de la chaleur fatale émise par des fours industriels, ou on peut aussi stocker de l'électricité sous forme indirecte, hein, donc de l'électricité, notamment de l'électricité en surabondance, qui peut provenir des ressources renouvelables lorsque, par exemple, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent, et on peut se retrouver sur le réseau électrique avec un excès d'électricité par rapport à la demande. Et donc, cette électricité, en fait, c'est utile de la stocker. Et lorsque le besoin, on va dire, d'un client est un besoin sous forme de chaleur, stocker l'électricité sous forme de chaleur, c'est une solution, on va dire, à la fois intelligente, simple à travers de la technologie d'Helio et particulièrement économique, hein, parce que, comme vous le savez, le stockage d'électricité est aujourd'hui extrêmement coûteux. Donc voilà, en fait, les solutions technologiques donc, qu'on peut développer souvent en partenariat avec des équipementiers. Et bien sûr, on a aussi une démarche sectorielle où là, on va discuter directement avec les clients, ceux qui ont besoin de la chaleur ou du froid industriel. Donc, on va trouver des industries de process, comme les industries minérales, les industries des travaux, bâtiments et travaux publics. On va trouver il y a beaucoup de demandes dans les secteurs agricoles, notamment le secteur du maraîchage en serre chauffée intensive, qui se développe beaucoup en France et dans le monde, et aussi le secteur forestier, donc au travers des besoins de séchage de biomasse énergie, de bois énergie, de granulés, etc. Et puis, il y a toutes les activités qui sont plutôt liées au réseau de chaleur ou de froid pour les collectivités ou des bâtiments d'usage collectif. Donc ça, ce sont aussi des opportunités de discussion donc, avec nos clients par secteur. Et aujourd'hui, l'histoire nous a confortés dans la définition de 4 segments prioritaires. Le premier, sur lequel nous sommes allés jusqu'à la réalisation, puisque c'est le projet de fruits gourmets, mais il peut être décliné dans beaucoup d'industries agroalimentaires et liées au secteur agricole, donc du séchage, de récolte, de fourrage, de grains, de fruits, etc. Donc, dans le domaine du chauffage, eh bien, il y a plusieurs applications possibles. Déjà, on va dire, si notre solaire thermique vient en hybridation d'un système, par exemple, à gaz, une chaudière à gaz, eh bien, on peut préchauffer l'air de combustion. Et donc, en préchauffant l'air de combustion, on améliore le bilan énergétique global de la chaudière. Ensuite, on est intéressé également, on va dire, pour l'hybridation dans des réseaux de chaleur pour des collectivités ou des entreprises qui ont des réseaux de chaleur internes ou des exploitations agricoles importantes ou des coopératives agricoles, voilà, qui ont des besoins sous forme de réseaux de chaleur. Un axe important qui se profile, c'est effectivement la transformation de la chaleur solaire en froid, avec des besoins qui sont très, très diversifiés aussi en termes de secteur. Il y a par exemple la déshumidification et le refroidissement des serres de maraîchage intensif. Il y a tout ce qui est la logistique du froid. Il y a le froid industriel. Et en particulier les situations où sur toute l'année, on a à certains moments des besoins de chaud et à d'autres moments des besoins de froid, compatibles avec notre chaleur haute température, et notre solution sera vraiment bien placée. Et enfin, donc le quatrième segment, c'est le stockage de chaleur qui peut être appliqué donc, comme je l'ai dit, à la chaleur fatale, notamment un projet important de stockage pour l'industrie des briques, et également pour les opérateurs en fait, qui équilibrent les réseaux électriques, donc les agrégateurs, qui sont à la recherche de capacités, on va dire, quasiment instantanées de transformation d'électricité en chaleur
pour la stocker et ensuite la restituer en différé au client au moment où soit il y a de l'électricité surabondante, soit parce que sur le marché spot de l'électricité, donc le marché au jour le jour, eh bien, on s'aperçoit qu'on va avoir quelques heures à des tarifs extrêmement intéressants parce que l'électricité, dans ces moments-là, n'est pas utilisée. Et comme notre stockage de chaleur, on le dimensionne en partie sur les capacités solaires et qu'il y a moins de soleil en hiver, ça veut dire qu'en hiver, on a une capacité de stockage qui permet de stocker de l'électricité parce qu'elle n'est pas saturée par la ressource solaire. Donc voilà, en résumé, un marché très diversifié pour lequel il faut renforcer notre équipe commerciale parce qu'il y a beaucoup de secteurs à prospecter. Voilà, merci Christophe pour ces bilans bien détaillés. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Le prix de cette chaleur solaire renouvelable, comment se situe-t-il? Donc là, on a d'abord fait une approche de cette chaleur hors aide, pour voir vraiment à combien on peut produire de l'air. Donc là, on a fait une approche sur une vingtaine d'années d'utilisation de la centrale, ce qui est sa durée de vie, où ça nous permet de mettre en évidence un prix moyen de production de 42 euros du mégawattheure. Donc ça, c'est effectivement encore un prix objectif qui est basé, par exemple, sur une centrale solaire de 1000 m² qui serait localisée avec l'ensoleillement de Nîmes. Donc, ça prend en compte la taille puisque si on avait une centrale plus grande, on aurait encore plus d'économies d'échelle et éventuellement on pourrait être plus attractif que ce prix de 42 euros le mégawattheure. Mais bon, je dirais que ça constitue une belle cible. Et on voit, quand on regarde à partir d'une étude de l'ADEME de 2016, les différents prix des énergies renouvelables, on voit que cette chaleur solaire est l'une des plus compétitives que l'on puisse obtenir, surtout si l'on considère qu'on a une température élevée, donc pour une énergie encore plus noble. Alors, la question qui se pose ensuite, le prix de l'énergie, c'est bien, mais quelle rentabilité, quel temps de retour? Donc là, on a fait une analyse en intégrant les différentes aides que l'on peut avoir. Donc, c'est encore une fois une moyenne, puisque la rentabilité d'un projet va dépendre de nombreux paramètres. Tout d'abord, la localisation du projet. L'ensoleillement n'est pas le même partout. Le positionnement de la centrale sur le terrain, si on peut la mettre est-ouest, nord-sud, etc., ça change beaucoup de choses. Un autre point important, c'est quelle énergie on va effacer. Est-ce qu'on efface du gaz naturel, du propane ou encore du fuel domestique? Ça change la rentabilité du projet. Les économies ne sont pas les mêmes. Et puis, la façon dont le client utilise son process industriel. Nous, notre objectif, c'est toujours d'avoir un taux d'utilisation de l'énergie produite le plus élevé possible. On va toujours s'efforcer d'avoir des projets entre 90 et 100% de chaleur utile. Et avec notre stockage, on va rarement viser l'autonomie solaire, on va plutôt viser un taux de couverture moyen entre 40 et 60% sur l'année. Mais il est important aussi de préciser par rapport à plein d'autres projets qui vont avoir des taux d'utilisation solaire maximale dans l'année de 5 à 10%. Nous, on va aussi, quand il y a beaucoup de soleil, sur une journée, grâce à notre système de stockage, viser des autonomies de 100% solaire. On va voir sur une belle journée d'été, on va essayer d'avoir 100% solaire. Et ça, peu de projets, peu de technologies peuvent le faire. Donc, pour en revenir à la rentabilité des projets, une rentabilité moyenne de nos projets, c'est des temps de retour de 8 ans. Je dirais, on peut descendre en dessous 5, 6 ans et de temps en temps, les projets sont moins intéressants. On va aller à 12 ans. Tout ça, ça va dépendre aussi des taux d'aide que l'on pourra avoir. Mais il est vrai qu'en termes de rentabilité, je dirais sur une quinzaine d'années, même sans aller sur 20 ans, on a des rentabilités qui sont de 14%, donc des rentabilités financières très intéressantes. Mais en contrepartie, il a fallu faire un gros investissement initial qui, parfois, pour les entreprises, sont un petit peu lourde à prendre en charge. Donc, pour nous, il est très important de pouvoir proposer à nos clients, en même temps que notre offre technologique, une offre financière pour pouvoir faciliter le portage des projets. La rentabilité financière, c'est bien, mais si on réfléchit bien, c'est pas tout. Il y a beaucoup de clients qui vont s'apercevoir qu'en investissant dans le solaire, il y a d'autres gains, souvent cachés, mais qui sont très forts.
En investissant dans le solaire, dans les énergies renouvelables d'une manière générale, pour l'entreprise, c'est la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise qui est fortement améliorée. Ça, c'est toujours difficile à chiffrer, mais c'est très important. D'un point de vue environnemental, bon, on parle souvent de la réduction des émissions de CO2, c'est très bien, mais c'est pas tout. On parle aussi souvent du respect de la qualité de l'air. C'est un sujet qui est de plus en plus important. Si on se compare, par exemple, aux projets bois, les projets bois, bon, certes, il y a des filtrations, etc., mais il y a toujours un petit peu de particules qui sont émises. Le solaire, c'est 100% garanti, sans émissions de particules de quelque sorte que ce soit. On n'a pas de CO2, on n'a pas de NOx, c'est parfait au niveau du respect de la qualité de l'air. D'un point de vue macroéconomique, bon, ça on ne le ressent pas directement pour un investisseur, mais on est conscient que ça réduit les importations, on a une meilleure indépendance énergétique pour le pays, c'est toujours positif. Et puis le dernier point qui est souvent très important, c'est en termes de communication, aussi bien en interne de l'entreprise, je dirais pour le personnel, c'est bien de savoir que l'entreprise est responsable et protège l'environnement, et d'un point de vue externe aussi. Donc, ce qu'on explique aux clients, c'est de dire que voilà, le temps de retour sur les économies d'énergie, c'est bien, mais en investissant de manière, je dirais, éthique, si je puis dire, eh ben, on dope son chiffre d'affaires, et là, le temps de retour, il est très, très, très bon, puisque si on investit un peu dans le solaire et qu'on augmente son chiffre d'affaires de 10%, le pari est très largement gagné. Voilà. Donc maintenant, comment Idelio, on va se développer? Je dirais, on a distingué deux grandes phases. Une première phase, je dirais ce qu'on appelle une phase de consolidation jusqu'en 2022. Et puis à partir de 2023, vraiment, on va viser un développement très important, aussi bien en diversification des applications et surtout en allant à l'export. Donc la phase de consolidation, qui est la phase peut-être critique pour l'instant, à court terme, donc 3 axes de travail en parallèle. Tout d'abord, gros travail sur la performance, la fiabilité pour aller vers la certification de nos produits. Donc sur ce point-là, donc on va embaucher d'ici 2022 4 ingénieurs pour avoir très rapidement les certifications qui sont nécessaires pour pouvoir travailler avec des financiers et assurer correctement nos produits. Deuxième axe de travail, le développement commercial, qui est la garantie du succès du développement du chiffre d'affaires. Donc pour ça, on va embaucher, je dirais, d'ici 2022, toujours 4 ingénieurs commerciaux et créer un réseau d'apporteurs d'affaires. L'objectif est également de conclure 5 contrats de partenariat avec des équipementiers ou des énergéticiens dans le domaine de la climatisation, dans le domaine de l'aérolique ou encore dans le domaine du maraîchage. Et notre objectif est de vendre d'ici là 10 centrales solaires et 7 unités de stockage. En termes d'industrialisation, alors on va avoir un réseau de fabrication très externalisé pour tout ce qui est l'approvisionnement, les découpes, la tôlerie fine, etc. Et on va garder en interne d'Idelio, là où on a le plus de valeur ajoutée, un atelier d'assemblage et surtout de contrôle de qualité des produits que l'on va recevoir. Pour pouvoir également, l'idée aussi, c'est d'avoir des ateliers légers qui puissent être reproductibles ensuite pour la phase quand on sera à l'export, éventuellement mettre des ateliers dans les pays étrangers. Et le travail aussi doit nous permettre de réduire au maximum le délai de réalisation des projets, ou entre la commande et la mise en service, d'être entre 6 et 9 mois grand maximum. Donc aujourd'hui, il est important de savoir quelles sont les affaires qui sont dans le pack commercial. On ne va pas vous dire tout, mais les principaux projets sur lesquels on travaille en ce moment. Et donc, je vais laisser Christophe à nouveau vous présenter tout cela. Alors, dans le domaine de l'agroalimentaire, puisque c'est celui sur lequel on a le plus avancé, donc à côté du projet pour fruits gourmets, donc on est en discussion avec le secteur des confitures, donc on reste dans les fruits, mais on va être dans des traitements de cuisson, de pasteurisation, etc. Et puis également, il y a des demandes dans le secteur de l'alimentation animale, notamment pour sécher les tourteaux qui vont être ensuite donnés à manger aux animaux. Dans le secteur agricole, donc on a un partenariat, on peut dire maintenant historique, puisqu'il a déjà presque 3 ans, avec le Centre technique des fruits et des légumes. Donc sur les technologies de maraîchage sous serre intensive. Et donc
dans ce domaine, en fait, Idelio vient d'obtenir une reconnaissance, on va dire, au travers d'un financement de la région Occitanie, donc de 325 000 euros, pour un démonstrateur donc, qui serait implanté soit sur des serres expérimentales, soit carrément chez un maraîcher. Et nous travaillons aussi beaucoup avec on va dire les coopératives ou les grosses exploitations agricoles, parce que dans le domaine agricole, en fait, il y a beaucoup de besoins de séchage de différents types de récoltes. Ça peut être du fourrage, ça peut être des céréales, ça peut être des fruits. Euh, et en fait, ces besoins sont très concentrés dans le temps. Donc, en fait, la rentabilité d'une centrale solaire n'est pas assurée sur un monoproduit. Donc, en fait, notamment le secteur des coopératives agricoles ou des CUMA, donc des coopératives d'utilisation de matériel agricole, se rend compte que pour décarboner en fait leur industrie de séchage en y mettant du solaire, eh bien, il faut regrouper les utilisations. Donc, notamment pour créer soit des réseaux de chaleur à l'intérieur d'exploitation, par exemple pour alimenter des bâtiments d'élevage, ou en se connectant avec les besoins des collectivités locales en termes de réseaux de chaleur, voire réseaux de froid. Donc voilà pour le secteur agricole. Dans le domaine du stockage de chaleur, donc une étude très avancée avec un grand groupe international du domaine des tuiles et briques, c'est le groupe Tereal, et donc qui consiste à récupérer la chaleur d'un four qui travaille en continu pour alimenter un deuxième four qui, lui, travaille 5 jours sur 7. Aujourd'hui, la chaleur du premier four, elle est perdue, la chaleur évacuée du four est perdue, et donc l'idée, c'est de la capter pour alimenter le deuxième four et en stocker aussi une partie. Pour tenir compte de son fonctionnement non continu. Un autre domaine qui nous excite pas mal, je l'ai un petit peu évoqué, c'est le stockage de l'électricité. Donc, on appelle ça power to heat. Donc, voilà, j'ai expliqué le principe. Et c'est vrai que notre technologie de stockage dans la roche par le vecteur R est très facilement peut-être très facilement, je trouve plus le mot français, c'est upscaler. Enfin, voilà, on peut faire des grandes dimensions voilà, à on peut très haute faire un changement température. d'échelle très rapide parce que les besoins dans ce domaine-là sont souvent sur des fortes puissances. Et donc, on est en train d'étudier avec des agrégateurs et des traders d'électricité eh bien, la rentabilité de ces systèmes. Et donc, on sent pas mal de frétillement de ce côté-là. Enfin, il y a un secteur important dont on pourrait dire, mais c'est un secteur concurrent, c'est tout ce qui est la biomasse énergie, donc essentiellement le bois ou les autres biomasses qui vont être valorisées par combustion, ou bien c'est la méthanisation ou la gazification des ordures ménagères, donc les UIOM. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces filières de biomasse énergie se rendent compte que dans leur process, elles ont des besoins qui leur conduisent à autoconsommer une partie de la ressource qu'elles pourraient vendre et valoriser donc sur le marché. Donc en fait, pour le bois, c'est la problématique, il faut sécher le bois pour avoir un combustible performant. Et pour cela, consommer sa ressource bois, c'est dommage parce qu'on a moins de produits à vendre. Et pareil, dans le domaine de la méthanisation, en fait, les méthaniseurs autoconsomment une partie de leur biogaz pour maintenir en température idéale, donc c'est 37 degrés la cuve, et également pour réchauffer les condensats de vapeur des boucles de valorisation énergétique du biogaz dans des moteurs, etc. Voilà. Donc, on sent très bien que, on va dire, on n'est pas en concurrence par rapport à ces deux biomasses, mais qu'elles viennent aujourd'hui nous demander en fait des solutions pour réduire l'autoconsommation de leurs ressources. Voilà pour le pipe. Voilà, merci Christophe pour tous ces projets qu'on espère bientôt faire aboutir. Donc pour tout ça, on va proposer à nos clients deux modèles économiques, soit une vente directe de l'installation où l'investissement sera apporté à 100% par le client utilisateur, ou bien de la vente de chaleur
où dans ces cas-là, l'investissement sera porté par Idelio ou par une société de projet. Et dans ces cas-là, bah, ça fera un modèle de revenu récurrent pour Idelio. Donc, le choix entre l'équilibre entre ces deux modèles-là bah, dépendra beaucoup de la stratégie financière des clients qu'on mettra en place forcément avec des partenaires financiers privés et institutionnels qui nous permettront également bah, de mutualiser les risques entre les différents clients industriels puisque ce seront des investissements sur du long terme à chaque fois. Autre point important pour Idelio, bah, quelle stratégie commerciale pour mettre en œuvre tout ça? Vente directe, travail avec des prescripteurs. Donc aujourd'hui, bah, pour faire connaître nos produits, augmenter la notoriété d'Idelio, faire connaître aussi ces nouvelles technologies qui sont encore peu connues des clients industriels, on fait beaucoup de ventes directes. Donc il va être important effectivement bah, de renforcer notre équipe commerciale et de constituer un véritable réseau d'apporteurs d'affaires. Et en parallèle, on va développer de manière très importante, comme je disais tout à l'heure, des partenariats forts avec des prescripteurs, soit des équipementiers, des énergéticiens, on en a des très grands en France, ou des bureaux d'études qui vont pouvoir faire la promotion de nos projets et qui connaissent les différents segments de marché qui nous intéressent. Donc ça, on espère que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qui nous permettra de vendre le plus largement possible nos technologies. Et puis l'autre avantage, c'est que ces prescripteurs très souvent bah, ont aussi des clients étrangers à l'export et ça nous permettra d'avoir un très bon accompagnement pour démarrer le développement de notre activité à l'export. Et voilà, donc pour conclure, bah, notre levée de fonds, en quoi elle va être utile? Très importante pour nous, bah, déjà pour toujours mieux maîtriser nos produits et aller jusqu'à la certification qui est essentielle pour rassurer bah, les financiers et les assureurs. Recruter une équipe commerciale qui est le garant bah, de développer rapidement et efficacement notre chiffre d'affaires. Valider et confirmer la mise en place de notre outil industriel pour avoir des produits de qualité, puisque c'est beaucoup d'optique, beaucoup de qualité à valider pour garantir les performances et avoir les fonds suffisants pour avoir une indépendance financière pour bien accompagner nos projets. Voilà, ben, je vous remercie pour cette écoute et j'espère avoir répondu à vos attentes et on va répondre à vos questions. Merci à tous les deux pour cette présentation claire et complète. Nous allons désormais passer à la session de questions-réponses. Donc nous avons déjà nos premières questions. Avant d'y répondre, je rappelle à tous les décideurs de poser leurs questions et de profiter de la présence des dirigeants d'Idelio, de poser leurs questions depuis l'onglet Q&A. Voilà, comme vous avez l'habitude à chaque live. Donc on va commencer par une première question qui demande quelle technologie utilisez-vous pour transformer la chaleur en électricité? Alors là, on va pas du tout, justement, c'est un point très important, c'est bien de le préciser, mais on ne vise pas du tout la transformation de la chaleur en électricité. Ce sont, je dirais, produire de l'électricité soit à partir de chaleur fatale, soit à partir surtout de ressources solaires. On préfère laisser ça au marché du photovoltaïque, qui est un marché, je dirais, très important. Il y a des très gros acteurs, donc on ne va pas dessus. La chaleur haute température fatale en électricité, on pourrait la transformer également avec des cycles de Rankine, mais on a fait le choix chez Idelio pour l'instant de se limiter à la fourniture de chaleur directe pour les clients, parce qu'on ne va pas stocker de l'électricité sous forme de chaleur pour refaire de l'électricité, on aurait de grosses pertes de rendement. Donc, c'est des marchés qu'on ne va pas regarder, sauf si le client vraiment veut le faire. Bon, on pourrait trouver des partenariats avec des machines des cycles de Rankine, par exemple. Mais on ne va pas viser ce marché du tout en priorité. Nous, c'est quand on dit le power to heat, c'est on prend de la chaleur, de l'électricité, on le convertit en chaleur pour un usage de chaleur haute température. Voilà, on va se limiter à ce marché-là. Merci Didier. Avant de poursuivre les questions, je voulais revenir sur une chose. Christophe, vous en avez parlé et Didier, vous en avez parlé en news hier. Vous avez reçu un financement, vous allez recevoir un financement de la région Occitanie à hauteur de 325 000 euros. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire plus? Voilà, donc c'est un projet en fait qu'on a déposé en partenariat avec le groupe Eiffage Énergie, avec lequel on est en train de constituer un partenariat
assez large dans le domaine des serres de maraîchage. Donc effectivement, on a eu la chance d'obtenir par la région Occitanie un financement de 50% de notre projet, donc à hauteur de 325 000 euros. Donc il s'agira de mettre en place une centrale solaire avec stockage pour chauffer, rafraîchir et déshumidifier une serre de maraîchage, donc essentiellement pour la culture de la tomate, qui est, je dirais, une des cultures, le légume le plus consommé au monde après la pomme de terre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une opportunité très importante de réaliser ce premier projet. Donc déjà, une technologie, un couplage très intéressant. Et en plus, en partenariat avec le groupe FH, qui va nous ouvrir, on espère, de nombreux projets du même type. Merci. Nous avons une autre question sur la concurrence. Vous en avez plutôt parlé sur votre profil ici. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur la situation de la concurrence en France? Alors, si les mots-clés, on va dire, du besoin du client sont de la chaleur sous forme d'air à haute température, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent direct d'Idelio en France. Il y a des sociétés en Europe qui produisent par concentration solaire soit de l'eau sous pression ou de la vapeur ou de l'huile thermique qui alimentent des process industriels. Mais chacun de nos concurrents, d'abord, ce sont des entreprises qui sont plutôt des PME, plutôt jeunes aussi. Et donc, il y en a en Allemagne, c'est Industrial Solar, il y en a en Espagne, c'est Solatom, il y en a en Italie, c'est Soltigua. Donc, on va dire chacun est un petit peu resté chez soi. C'est aussi parce qu'il y a toute la spécificité des aides qui sont souvent nationales et que, voilà, en fait, nous en France, on a le fonds chaleur. Nos concurrents, pour l'instant, ne sont pas bien placés, on va dire, par rapport à la connaissance de ces technologies de montage financier. Et donc, chacun est resté chez soi. Donc, voilà, aujourd'hui, dans le domaine des hautes températures, donc au-delà de 150 degrés, on peut dire que sur le marché français, on n'a pas de concurrents installés. Mais il faut, plus on avancera vite, plus on prendra des parts de ce marché et mieux ce sera. En sachant que certains des gens comme Industrial Solar, eux, se sont déjà exportés, mais dans des pays très ensoleillés, type Moyen-Orient, Australie. Et donc, pour l'instant, ne nous font pas de tort, on va dire, sur le marché national. Et donc, ce sont aussi des destinations pour lesquelles on n'est pas tout à fait prêt à aller aujourd'hui, dans la phase dite de consolidation. Voilà. Et puis, je rajouterais que la combinaison air chaud, haute température et stockage, on est les seuls, tous les concurrents dont vous parlez, Idelio, ils n'ont pas leur technologie propre de stockage. Bien souvent, ils vont stocker de l'huile qui pose beaucoup de soucis, ou stockage de vapeur, et on ne peut pas aller très très loin en termes de stockage. Merci à tous les deux. Nous avons une question de François qui demande quel serait le surcoût du kilowattheure électrique stocké puis déstocké avec un stockage de 12 heures. Voilà, donc merci pour cette question qui est très, très précise, donc qui mériterait toute une étude. Ça dépend de la dimension du stockage, ça va dépendre de la puissance en jeu. Bon, je dirais, c'est toujours difficile de répondre. On va dire c'est entre 10 et 40 euros du mégawattheure suivant la configuration du projet, quoi. C'est voilà, à peu près un ordre de grandeur qu'il faudrait relativiser après avoir fait une étude plus précise, savoir comment on va vraiment mettre en place ce système. Mais c'est je pense, un bon ordre de grandeur. Sachant qu'en fait, il faut plutôt travailler sur le réseau haute tension Oui. pour être à la bonne échelle, donc pas sur le réseau. Voilà, oui, c'est le surcoût du kilowattheure électrique. Alors, oui, effectivement, j'avais regardé en termes de fourniture d'énergie au niveau du thermique par rapport au coût de l'électricité initiale, effectivement, où il va falloir prendre le coût de la fourniture énergétique plus son coût de transport qui sera bas si on reste effectivement sur de la haute tension. Okay. Toujours pour poursuivre sur le
la problématique du stockage. Nous avons deux autres questions. La première, quel est le taux de conservation du stockage? Et la deuxième, une fois le stock plein de chaleur, quelle est la perte journalière? Alors, le taux de conservation du stockage et la perte journalière, je dirais pour moi, c'est un peu la même chose. Je dirais par jour, on va perdre environ 1% de l'énergie, ce qui est très très faible. Enfin, dans la mesure où on a un stockage au-delà d'une trentaine de mètres cubes, on a vraiment une masse inertie très bonne et très très peu de pertes. Là où on a un peu plus de pertes, c'est pendant la phase de remplissage et la phase de décharge, où on peut avoir entre 5 et 10% de pertes sur chacune des phases. Là, on a un projet où on a regardé différents cycles, justement le projet sur lequel on travaille avec Terreal, et avec les différents cycles où on va stocker chaque fois à peu près 2 jours. En moyenne sur l'année, on aura un taux de restitution d'environ 85%, entre, je dirais même 85 et 90%. Ok, merci. Ensuite, donc avant le stockage, il y a le transport de l'air chaud. Et donc une nouvelle question sur cette problématique. Donc sur quelle distance peut-on raisonnablement transporter votre chaleur? Alors effectivement, c'est un des inconvénients de l'air. On ne va pas pouvoir le transporter sur des longues distances. Il faut absolument que la centrale soit proche de l'utilisateur. Donc, on va privilégier effectivement les projets où on a quelques dizaines de mètres de transport. Ça dépend encore effectivement de la puissance. Plus la puissance va être importante, plus on pourra être loin. Mais c'est un point important. Ou alors après, il faut surisoler les canalisations. Ça fait un petit peu plus de coûts, ou si nécessaire, en fonction de la configuration du projet, on peut mettre des échangeurs de chaleur et passer avec un circuit eau chaude, par exemple, ou vapeur intermédiaire, mais qui n'a pas l'inconvénient d'avoir la vapeur sur le récepteur. Ça peut être un circuit eau chaude vapeur qui soit, par exemple, enterré, et très bien isolé et qu'on pourrait mettre en œuvre. Mais c'est vrai que c'est une des limitations du projet à l'air. On a dit que c'était l'air un des meilleurs compromis, mais bon, voilà, ça fait partie des côtés négatifs de l'air. Et pour donner un ordre d'idée sur la centrale que vous avez installée depuis un an. Alors, celle qu'on a installée donc, chez Fruits Gourmet, on a à peu près une trentaine de mètres. Ok, merci. Une nouvelle question. Tout à l'heure, vous avez notamment parlé du marché du maraîchage. On a une question. Donc, pour le chauffage des serres, proposerez-vous des solutions de mesure automatisées, par exemple température, hydrométrie? Comment le cycle va-t-il être automatisé? Est-ce que vous avez réfléchi à… Alors en fait, les serres de production intensive hors sol, notamment de tomates, sont déjà aujourd'hui extrêmement automatisées. Donc il y a des automates et des logiciels de pilotage climatique des températures, des humidités et de tout ce qui est les ouvertures vers l'extérieur, admission d'air neuf. Et donc, en fait, donc c'est l'intégration de la chaleur solaire dans le système de la serre, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des serres sont équipées de ce qu'on appelle, enfin, il y a une sorte de château d'eau chaude à 85 degrés qu'on appelle open buffer. Et en fait, la chaudière classique fournit en continu quasiment de l'eau chaude à cette réserve d'eau chaude, ce château d'eau. Et cette eau chaude est ensuite envoyée dans les différents circuits haute température, basse température qui servent à chauffer à la fois l'ambiance de la serre et pour la basse température, à chauffer en fait la proximité des fruits à faire mûrir. Voilà. Donc, en fait, notre partenariat avec le centre technique des fruits et des légumes à côté de Nîmes, à Balandran, justement, en fait, cette compétence d'intégration de notre système de chaleur solaire dans le monde des serres se fait avec les professionnels. Et donc, Eiffage Énergie, qui est entré dans le domaine des serres avec les cogénérations au gaz, ce sont également des gens qui sont des énergéticiens qui connaissent très bien ce milieu des serres. Ok, merci. Une nouvelle question, là, plutôt. Alors, vous avez bien présenté les différents marchés adressables avec vos solutions.
quelles sont les perspectives de marché à court et à moyen terme? Alors, on va dire, le coup par coup nous a déjà positionné sur les 4 marchés que j'ai évoqués tout à l'heure dans l'exposé. Euh, donc, quelque part, si on regarde enfin, moyen terme et même un peu au-delà, on va dire pour nous, on va dire la concurrence avec les autres énergies renouvelables va se clarifier. Et en fait, on ne va pas apparaître comme des concurrents, mais chacun va avoir son domaine de prédilection. Donc pour nous, le photovoltaïque, mais on va dire va être parce que comme l'électricité est une énergie noble, il faut surtout pas la retransformer ni en chaleur ni en froid. Aujourd'hui, il y a quand même, on va dire, une école du froid photovoltaïque qui existe, mais à terme, l'électricité photovoltaïque devra être utilisée de manière plus noble, donc soit continuer à l'injecter dans le réseau, soit aussi participer à la mobilité électrique pour rester en électricité. Du côté des différentes biomasses, ben la biomasse bois, en fait, elle est capable on va dire, de moyens. Enfin il existe aujourd'hui des réseaux de chaleur alimentés en biomasse avec des puissances fortes ou moyennes. Donc là, c'est un créneau sur lequel le bois est de manière durable. Son problème, c'est d'amener une ressource de qualité. Et donc, pour ça, d'avoir des bois ou des granulés ou des plaquettes forestières bien sèches. Et pour ça, le problème, c'est de ne pas autoconsommer sa ressource. Et donc là, on est sollicité aujourd'hui par la profession du bois. Hein. On a obtenu avec un producteur de bois et aussi fournisseur de réseaux de chaleur dans les communes rurales du côté de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Donc, on a obtenu un financement de la région Rhône-Alpes sur l'aide solaire au séchage du bois énergie. Et donc, également, là, c'est en fait le secteur de la méthanisation qui récemment s'est adressé à nous en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour moins autoconsommer notre biogaz. Et le biogaz, lui, en fait, stratégiquement, on va dire à moyen terme, ce qu'on voit, c'est qu'il va être pratiquement totalement réinjecté dans le réseau de gaz naturel, de manière, on va dire, à faire une transition entre le gaz naturel qui est fossile aujourd'hui à un gaz naturel plus vert grâce à l'injection massive de toutes les méthanisations qui se mettent en place, mais qui du coup ne veulent plus perdre du biogaz euh, en l'autoconsommant sur place dans leur process. Ok, merci. Nous arrivons bientôt au terme de ce live. Nous allons prendre la dernière question avant de le clôturer. Tout à l'heure, Didier, vous avez parlé du modèle économique d'Idelio. En quoi ce modèle est-il robuste? Est-ce que vous pouvez Alors, apporter des notre modèle est précisions? robuste pour Idelio. Bah déjà, on a 2 produits, donc ce qui nous permet d'équilibrer notre activité entre la centrale solaire et le stockage de chaleur. Donc ça, c'est très important en fonction justement des différentes évolutions des vecteurs énergétiques, l'électricité, le chaleur. C'est des grands débats au niveau national en ce moment. Notre modèle économique, il est aussi robuste parce qu'on travaille beaucoup avec des produits standards du marché, des profils aluminium, de la découpe laser, etc. C'est robuste parce que géographiquement, on peut installer notre unité un petit peu où l'on veut. On peut trouver facilement des gens qui font ces métiers-là toujours à proximité des installations que l'on veut réaliser. Notre modèle est robuste parce que on n'a pas une usine de 50 millions d'euros à mettre en place pour nous lancer. Il faut juste, comme je l'ai dit, un atelier d'assemblage et de contrôle qualité. Tous les instruments de production lourds comme les découpes laser, les profileuses, les cintrages, etc., c'est externalisé. Hein, donc, on a bien uniquement recentré notre outil de production sur là où on a toute la valeur ajoutée d'Idelio, ce qui nous permet d'avoir une grande flexibilité. Donc voilà où sont, je dirais, les principaux. Oui. Et on peut ajouter aussi qu'on est dépendant d'aucun Oui. fournisseur qui serait critique dans notre chaîne d'approvisionnement. Voilà, tout à fait. Ça, c'est également un point très important. Voilà. Ben, merci à tous les deux. Oui. J'espère que vous avez répondu à toutes les questions des Wicideurs. Oui.
Je vous laisse une dernière phrase pour… Oui, bah, je dirais que donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous poser des questions sur les commentaires WeSeed. On espère que vous nous accompagnerez tous le plus grand nombre possible dans notre démarche d'entreprise, dans notre aventure. Et puis, dernière nouvelle, vous allez pouvoir aussi nous retrouver. Je vous invite à regarder l'usine nouvelle la semaine prochaine, puisqu'un article y sera consacré à Idelio. Voilà, je vous remercie tous. Merci. Merci, merci à vous deux. Merci à tous les participants, à tous les spectateurs de ce live. Merci aussi à ceux qui regardent le replay. Comme l'a dit Didier, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et vous y répondrez Et avec plaisir. comme d'habitude, de manière complète et rapide. Voilà. D'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau live sur WeSeed. Merci.